si on prend un placement d'une marque qui est pas du tout alignée avec ce qu'on fait, c'est comme si on vendait toute l'image qu'on avait construite, on la détruit. J'ai commencé à travailler du coup à plein temps pour ça et en vrai j'ai capté qu'il allait pas avoir de retour en arrière. Une fois que tu as goûté à cette liberté, à cette vie, faire vraiment quelque chose qui t'anime profondément, c'est mort. Quand on aspire à entreprendre, c'est plus fort que soi en fait. Il y a beau avoir les meilleures perspectives d'évolution, si on n'a pas envie de travailler entre guillemets pour quelqu'un d'autre, ça marchera pas. La création de contenu, non seulement c'est un vrai travail, c'est très compliqué parce qu'il faut une discipline, il faut une rigueur, il faut continuer à poster, être créatif, ça c'est dur. Viens on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe on parle de tout, ta parole est un refrain. Viens on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe on parle de tout, ta parole est un refrain. Allez les amis, avant qu'on débute cette émission, je voulais vraiment vous présenter notre partenaire qui nous accompagne dans ce projet. On lit régulièrement tous vos messages sur Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à associer études et scolarité avec leur passion. Et c'est totalement normal, je te rassure. C'était également mon cas. Pendant toute ma scolarité, lycée et école de commerce, j'ai eu beaucoup de mal à associer la création de contenu que je faisais pour YouTube avec tous les devoirs que j'avais à l'école. C'est une véritable galère. À l'époque, j'ai longtemps cherché une plateforme qui aurait un large choix de professeurs et qui pourrait m'épauler pendant cette période. Et cette plateforme, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Superprof. Superprof, c'est quoi en une phrase? C'est la première plateforme en France qui te permet de réserver n'importe quel professeur adapté à tes besoins et à ton budget. Dis-toi que tu as le choix entre plus de 1000 matières. Et ce qui est génial sur la plateforme, c'est que tu n'as pas que des cours de mathématiques, anglais, français. Non, non, non. Tu as des cours de méditation, de développement personnel, de danse, de sport et plein d'autres matières. Ce qui est encore plus génial, c'est que tu peux réserver et qu'il n'y a vraiment aucun engagement sur la plateforme. Et dis-toi même que le premier cours est totalement gratuit. Je vais t'avouer un truc, ça fait plus de 3 ans que je suis coach sur la plateforme. Et je me régale, j'ai plein de types d'élèves différents. Ça peut être la jeune fille qui veut s'améliorer en prise de parole en public, ou le jeune homme de 22-23 ans qui est mal dans sa peau et qui a plein de problèmes personnels. Sur la plateforme, tu vas voir, tout est mis en place pour que l'étudiant trouve et réserve un professeur très rapidement et facilement. Si je dois être totalement honnête avec toi, Superprof m'a permis de faire grandir et d'affiner mon expertise dans le milieu du coaching. La plateforme Superprof, elle rejoint totalement les valeurs et les sujets qu'on aborde dans On parle de tout. C'est pour ça que je suis fier de te répéter que c'est les premiers sponsors de l'émission. Maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette intro et si tu veux réserver n'importe quel professeur près de chez toi avec le budget qui te correspond, je te laisse regarder en description. Tu vas sur Superprof et tu as même un petit code promo si tu viens de ma part. Allez, je te souhaite une bonne émission. Hey, c'est Joseph et bienvenue dans On parle de tout, la première émission où on parle de n'importe quelle expérience de vie sans tabou. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur. On va parler du métier de créateur de contenu. Mais attention, créateur de contenu, je ne vous parle pas d'un petit garçon qui publie 3-4 TikTok par mois. Non, non, du vrai métier de créateur de contenu. Combien ça gagne? Comment ça fonctionne? Est-ce que toi également, derrière ton téléphone portable, tu peux devenir créateur? On va en parler aujourd'hui. Et pour en parler, avec nous, j'ai 4 nouveaux invités. 4 invités de qualité. On va commencer avec Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Moi, ça va génial. Tu as 22 ans, tu viens de Paris. Ouais. Tu es créateur de contenu dans ce qu'on appelle la motivation. Tu vas en parler un peu plus tard. Grand fan de musculation. Je crois que ton bras droit, il fait la taille de ma cuisse. Tu es passionné de golf, de lecture, de voyage et d'astronomie. Ah ouais, j'adore ça. Vraiment, vraiment depuis que... Genre en mode, mon rêve, c'est de voir des aurores boréales. En mode, vraiment, le jour où je vois ça, je pense que je chiale. D'accord, c'est dans quel pays ça? Je sais, bon, il y a plusieurs, genre en mode Suède, Laponie, des trucs comme ça, tu vois. Très stylé, très stylé. Ton signe astro, c'est Capricorne? Yes. Est-ce que tu es un gros sentimental? Ah ouais, c'est bon, ça y est, c'est le début de l'émission, c'est la fin pour moi. C'est une autre émission, ça. Ton rêve dans la vie, c'est d'impacter positivement un grand nombre de personnes. Et tu m'as dit de rendre la gentillesse virale. Ouais, c'est ça, c'est en mode... En fait, j'ai envie que ce soit genre en mode cool et à la mode, d'être gentil avec les autres, d'aider les autres, de faire preuve d'empathie et même de faire preuve de sagesse. J'ai envie que ce soit cool et de pouvoir rendre ça divertissant. Ah, bah c'est un très beau projet que tu as très bien débuté, puisque sur les réseaux, tu as plus d'1 million d'abonnés combinés. Et félicitations à toi, n'hésitez pas à aller le suivre. De toute façon, tous les liens des invités seront dans la description. Merci. Yoline. Salut, bienvenue. Merci. Tu as 25 ans, Oui. toute nouvelle parisienne. Les Parisiens, pas trop chiants? Un peu quand même, on va pas se mentir. Yoline, tu es la fondatrice de Yo-Yo Match, on mettra le lien en description. Tu peux nous résumer en une phrase? Ouais, le Yo-Yo Match, c'est un formulaire pour rencontrer l'amour. Okay. Et donc on répond aux questions.
Et on reçoit en fait les comptes Instagram qui ont le plus de compatibilité avec nous. Ok. Et voilà, plein d'amour s'est déjà créé grâce au Yo-Yo Match. Donc, Magnifique. Donc créatrice de contenu et entrepreneuse à côté. c'est ça. Très bien. Ça fait longtemps que tu pratiques la course à pied et le dessin. Ouais. Artiste. Très bien. Signastro Scorpion. Est-ce que ça veut dire que tu es Scorpion vibes. indomptable en amour? Je suis compliquée, je suis très passionnée. Hein. Vraiment, je suis Très bien. intense. Et ton rêve, c'est de réparer les cœurs du monde entier. Oui, j'ai mis ça, mais oui, je veux partager la bienveillance, un peu comme ce que tu disais, partager la bienveillance, unir les gens, faire en sorte qu'ils se sentent bien, plus confiants. Magnifique. Et voilà. Et moi, je regarde régulièrement ton compte TikTok. Tu donnes plein de conseils dans le domaine amoureux. Donc, n'hésitez pas, le compte est en description. Alors, on passe du côté de Chris. Christopher, tu as 26 ans, tu viens de Bordeaux, C'est ça. mais tu habites à Bali, excuse-nous. Oui. Ça va, il fait beau là-bas? Non, il fait toujours beau. Effectivement beau. Dans la vie, tu es thérapeute spécialisé en analyse comportementale, auteur, formateur. Quel métier tu fais pas? Tu peux nous dire? Je suis pas golfeur. Je sais pas. Je suis pas golfeur. Ah, parfait. Ex-danseur, basketteur professionnel. Non. Hmm, Non, pas on professionnel. se rapproche? Non, Non. pas professionnel? Je suis le Kobe Bryant des quartiers, quoi. Ok, ça va. Puis on a peu rajouté. Ton signe astrologique, c'est Lion. C'est ça, Lion comme une demoiselle ici présente, on en parlera un peu plus tard. exactement. Coïncidence, je ne pense pas. Ton rêve, c'est de partager ta vision au plus grand nombre de personnes et tu veux même ouvrir un orphelinat. Ouais, ça sera un beau projet, ouais. Ok, magnifique. Et donc tu fais un contenu très qualitatif, on peut le dire, que ce soit dans le fond, de la forme. Tu parles de plein de sujets, mais reliés à la psychologie humaine. Et pareil, on mettra ton lien en description. Merci d'être là, Chris. Avec plaisir. Et pour terminer, Solène, Oui. 27 ans, bonjour. Tu viens de Bordeaux, comme Chris. Tu habites à Bali, Pareil. pareil. Dans la vie, coach, mentor en épanouissement personnel et professionnel. Signe Lion, Quelle coïncidence. ça donne On quoi s'est de bien Lion? trouvés. Eh ben, ça match plutôt bien. On a un jour d'écart en plus, 13 et 14 août, mais ça match très bien. Ok, parfait. Bientôt future maman. Et oui, C'est d'une pour quand? Capricorne Capricorne, ok, donc c'est pour le mois de pour le mois de janvier. pour le mois de janvier. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. La famille ambitieuse, Capricorne, Lion, ça devrait le faire. Ton rêve, c'est d'impacter un maximum de personnes à travers le monde. Et tu le fais plutôt bien, puisque tu as plus de 500 000 abonnés sur tous réseaux confondus. Et comme Chris, contenu très qualitatif, très soigné. Donc j'invite tout le monde à la regarder. Merci. Alors on va débuter directement. On va parler donc du métier de créateur de contenu. Et on va poser la première question à toi. Ok, Tu te lances? Allez, c'est parti. Hop. Moi j'aimerais savoir, Cédric, quand est-ce que tu t'es vraiment lancé dans la création de contenu? Mais surtout, pourquoi? Alors, j'ai publié ma première vidéo, c'était en 2013. Et donc c'était sur YouTube. Et c'était absolument pas sérieux à l'époque. C'était en mode je joue aux jeux vidéo, genre à Call of Duty avec mes potes. Et on voulait juste se partager nos parties entre nous. Donc c'est ce qu'on a fait. Et après, on a commencé à parler au-dessus, expliquer ce qu'on faisait. Et j'ai commencé à avoir 50 abonnés. Et genre j'avais 13 ans, 50 abonnés, c'était énorme dans ma tête, je me sentais plus. J'étais en mode punaise, c'est genre plus grand que ma classe à l'école, 50 abonnés, c'était trop bien. Et après, j'ai eu 100 abonnés, j'étais en mode ouais, trop bien, 2014, 2015. J'ai commencé à montrer ma tête aussi. Pareil, je parlais de jeux vidéo vraiment, juste pour le délire. Et puis à l'époque, il y avait absolument zéro perspective d'en faire un métier. Et après, c'est à partir de 2016 où moi j'ai commencé à faire du sport, de la muscu notamment. Et je me suis dit, je me prétends pas coach, mais ça peut être intéressant en tant que jeune qui commence la muscu, d'aider d'autres jeunes, ou du moins de faire des retours sur expérience. Et je commençais à présenter mes entraînements, ce que je faisais, ce que je mangeais. Et c'est à ce moment-là où ça a vraiment commencé à décoller, 15, 20, 30, 50, 100 000 abonnés. Et après, j'ai commencé à travailler à mi-temps, puis à plein temps dessus à partir de 2018. Voilà, et c'est vraiment à ce moment-là où, à partir de 2019-2020, j'ai commencé à vraiment faire la transition entre contenu purement fitness et ensuite contenu plus axé développement personnel. Pour la simple raison que sur le fitness, globalement, tout a à peu près été dit. En mode, tu vas pas réinventer la roue à un moment donné. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire dessus. Maintenant, il y a d'autres sujets qui m'impactent. J'ai envie d'en parler et me voilà. Ouais, donc créateur depuis 2014, le tout début de YouTube. Exactement, Et là, tu continues 2013 même. L'anniversaire de ma chaîne, c'est le 7 mars 2013. Magnifique. Merci Cédric. Merci. Yoline, toi également Call of Duty au début ou pas? Non. Non, pas Call of Duty, non. Toi, tu t'es lancé un peu après, je crois. Ouais, moi je me suis lancée super tard par rapport à toi. J'ai commencé vraiment en décembre 2020. J'étais en... Enfin, c'était le deuxième confinement, quoi.
Et en fait, je travaillais dans une agence média, donc on travaillait beaucoup sur Insta, TikTok et tout. Et moi, je connaissais pas du tout TikTok. Je me disais, j'avais tous les a priori de base c'était un truc d'adolescent, quoi. Et en fait, je me suis dit, je vais m'y intéresser, un peu au début par conscience professionnelle. Et en fait, j'ai découvert un autre monde. J'ai vu qu'il y avait plein de contenus hyper intéressants, de gens qui parlaient de sujets auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien tenter moi aussi. Et du coup, j'ai fait une première vidéo, deuxième, troisième. J'avais 10 vues, quoi. Et puis là, une vidéo sur un conseil love qui explose complètement, qui fait 100 000, 200 000, jusqu'à maintenant 900 000 vues sur la vidéo. Tu te rappelles le conseil? Bien sûr que je m'en rappelle. C'est quoi? Dis-nous tout. Moi, je sais. Mais non, mais en plus, c'était pas fou. Enfin, c'était un conseil quand quelqu'un te met un vu, te lâche un vu, quoi. Tu renvoies un message quelques heures après pour dire « bon, ben tant pis ». Pour montrer en fait que t'attendais une réponse à ce truc, quoi. Et ça, j'avais appelé ça la technique du BBTP. Et ça avait explosé, ce truc. Moi, j'avais une autre technique. Quand la fille lâchait un vu, non mais on va comparer. Moi, je disais, excuse-moi, est-ce que je suis un livre? Parce qu'on me lâche pas de lu. Et ça marchait plutôt bien. Elle disait, oh, elle a du caractère, ok, on lui répond. Ah ouais. Moi, j'avais une autre technique, c'est que je me mettais en position fétale dans mon lit et je commençais à pleurer. C'est moins efficace, je pense, du coup. Moi, j'avais un pote à moi qui envoyait un boomerang. Il disait, j'attends que tu me Ah renvoies. ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je note tout. Ouais. Tu lâches un chien aussi. On m'a fait ça aussi. Un chien? Un chien. Ah, mon chien est parti trop loin. Ah, Il mettait un emoji de chien. Et j'ai pas pu le retenir avec la laisse. Et toi. Douteuse. La lourdeur. Enfin, un catalogue de techniques pourries. Grave. Ouais, voilà, puis après j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vu que ça plaisait aux gens et moi ça me rendait heureuse de sentir un retour aussi que je disais « Ah, ça m'a ouvert les yeux sur telle chose, etc. » Bon, pas sur le BBTP, mais sur d'autres choses aussi. Et donc voilà, donc j'ai continué et voilà, aujourd'hui je continue à faire des vidéos et j'adore. Magnifique, merci Yoline. Chris, c'est pas Call of Duty, c'est pas les conseils amoureux, Non. c'est pas les techniques de drague. Non plus. Tatouage? Oui, moi ça a commencé par le tatouage. J'avais une entreprise et j'étais tatoueur à l'époque. Donc ça a beaucoup commencé par le tatouage. Et puis jusqu'au moment où moi je me suis vraiment découvert qu'au final le tatouage c'était pas vraiment ce que j'aimais. Que c'était plutôt le relationnel client parce que je passais plus de temps à faire des thérapies avec mes clients plutôt que vraiment aimer dans le Je tatouage. suis en mode, genre, tu tatouais les gens pendant 3-4 heures et tu faisais de la psy à côté, Ouais. genre. Ouais, Incroyable, c'est ça. j'adore. Ouais, exactement ça. Et en fait les gens, je me suis rendu compte qu'ils venaient aussi beaucoup se faire tatouer pour sortir vraiment quelque chose qui souffrait beaucoup, que c'était peut-être pour eux aussi une thérapie. Et le fait de pouvoir en parler en même temps, c'était d'autant plus intéressant. Et jusqu'au moment où moi je me suis dit, mais en fait, non, moi ce que je veux faire, c'est pas du tout du tatouage, c'est vraiment accompagner les gens. Donc du coup, c'est à partir de là où j'ai vraiment été approfondir le domaine au maximum, on va même dire à l'extrême, jusqu'au moment où moi, en fait, j'ai juste partagé après sur les réseaux ma vision, ce que je vivais aussi dans ma vie, mon parcours, mais aussi toutes les analyses que je peux faire à travers mes clients ou à travers les personnes que j'ai accompagnées, parce que j'aime beaucoup rechercher, je suis quelqu'un de très curieux. Donc du coup, toutes les analyses que j'ai pu faire, je les ai aussi partagées. Et ce que je voulais, c'est aider les gens justement à atteindre ce sentiment de résilience et avoir cette paix intérieure, ce qui était pour moi important. Donc c'est de là qu'est né mon principe. Tu te rappelles quel âge t'avais quand t'as débuté? Les réseaux? Ouais, à créer du contenu au tout début. Non, je dirais que c'est il y a 3-4 ans, ça fait pas très vieux. Hein. 3-4 ans, ok. 3-4 ans, ouais. Cédric, le Je suis plus vieux, pour le je suis moment, ouais. vieux. Je faisais des vidéos où vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Il y a quoi maintenant? D'ailleurs, pour info, un truc rigolo, c'est quand j'étais petit, j'étais un geek, j'adorais Call of Duty. Je jouais à un jeu, je me rappelle, ça s'appelait Black Ops 2, pour ceux qui regardent, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et je faisais des vidéos aussi que j'enregistrais avec une caméra qui filmait l'ordinateur. Je faisais ça. Et que je commentais mes vidéos en mode j'avais 3 vues, j'étais trop content, j'étais là, j'avais un blast pourri. Et j'étais là, c'est le début de ma carrière, une carrière qui ne s'est pas du tout lancée à ce moment-là d'ailleurs. Mais moi, j'ai jamais compris les gens qui regardent les vidéos de jeux comme ça et regardent. Je ne comprends pas. Sans jouer, tu sais. Sans jouer, juste ils regardent et t'as le mec, il est là avec son truc. Ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. En même temps, je vais te dire, il y en a bien qui s'inscrivent sur les applications de rencontres. Donc il y en a bien qui regardent des vidéos de jeux. Oui, mais bon. On ne juge pas Yoline ici sur le plateau. J'ai pas compris. Je demande une explication. C'est comme regarder du sport. Bah alors t'es pas forcément joueur pro, mais en mode... T'as jamais regardé du sport à la télé? Si, bien sûr que si, mais je sais pas.
Ça m'a Bah quand après, t'aimes ouais, un truc, c'était- tu vis oui, le truc oui. à fond. C'est vrai. D'ailleurs, Ça. l'e-sport, c'est devenu l'e-sport. Il y a Ouais, des compétitions c'est vrai. qui se Ah oui, regardent à non, la c'est télé. vraiment très Tu peux, sérieux. tu peux hein. regarder dans certains bars ou autres des compétitions de c'est d'e-sport, bizarre, quoi, ouais. de Call of Duty, de tout ce que tu veux. C'est vrai, même Tout à de fait. FIFA ou quoi. C'est pas son truc, hein, justement. On sort entre copines. On va te convaincre après. Et pour terminer, Solène, alors toi, c'est pas le tatouage, Call of, Non. conseil amoureux, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je voulais rebondir parce que c'est vrai que j'y pensais plus. Moi, j'ai commencé. Alors, ma toute première vidéo sur YouTube, c'était en 2012. Ok. Mais moi, j'ai eu un gros gap. J'ai pas continué, j'ai pas été aussi assidue. Après, j'ai bien repris quelques années plus tard. En fait, si tu veux, moi, de base, c'était l'ancien YouTube. Hein, donc, c'était l'époque d'Enjoy Phoenix, etc. Où moi, j'adorais partager des conseils make-up, des conseils astuces cheveux, etc. Parce que c'était ce qui était le plus en vogue en plus à l'époque. Maintenant, on voit que ça. Et en fait, pour la petite anecdote, je me suis fait freiner par, entre guillemets, mon entourage qui n'était pas très bienveillant à cette époque. Bon, j'avais 14-15 ans, quoi. Et j'ai publié quelques vidéos comme ça, où, en plus, qui pour l'époque marchaient quand même, ça allait, c'était cool. Et en fait, il s'est trouvé qu'un jour, on m'a dit oui, ta vidéo, elle a été publiée devant tout le monde pendant une soirée, en rétroprojecteur, tout le monde s'est foutu de toi, etc. Donc tu devrais couper ta chaîne parce que ça te porte préjudice. Ah machin. ouais. Et bah ouais, tu vois, puis C'est les gens, ça bah sort ouais. tellement du lot, alors qu'en plus, t'as pas forcément envie d'en faire un métier, tu vois, on parle vraiment de l'ancien YouTube où toi, t'es juste là pour le kiff. J'avais 14-15 ans, j'étais trop contente de partager ça, et voilà. Mais justement aussi, manque de confiance en moi énorme, donc forcément, moi, toutes les insécurités des gens, je les ai prises pour moi, et je me suis dit, bah oui, vous avez peut-être raison, je vais arrêter. J'ai jamais fermé la chaîne, par contre, j'ai supprimé les vidéos, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu les retrouver. Et puis, j'ai laissé la chaîne comme ça, et je ne l'ai jamais trop développée, parce que même à ce jour, finalement, on n'a pas trop développé, quoi. On a 7-8 000 abonnés sur YouTube. Mais j'avais quand même en tête de reprendre les réseaux sociaux un jour, parce que ils sont venus me rattraper, hein, finalement, ces réseaux, 6 ans plus tard, en 2018. Ok. Alors, je m'étais inscrite avant sur Insta, etc. Mais vraiment, en 2018, c'est là où j'ai commencé à vraiment vouloir créer du contenu, des choses qui me passionnaient, qui, à l'époque, c'était le voyage, le dev perso, et à vraiment vouloir partager ça avec le monde. Et c'est ce qui a commencé à monter, à marcher. Et après, je me suis pas arrêtée depuis 2018. Bien. Mm. Et petite nouvelle, Chris nous a envoyé la première vidéo make-up que tu as faite. On va la diffuser maintenant. Tu vois. Franchement, Mais si j'aurais su, ça aurait été trop bien. Ça aurait été vraiment Ça aurait drôle, été ça. très gênant, mais Je j'aurais l'avais pas. voulu Non, on l'a pas vu. vraiment. Non, Ah non, mais c'est Ah, horrible sinon, ton je te jure, histoire. je Ouais, je te jure, j'aurais voulu. Génial. J'ai retrouvé en plus les messages de cette personne-là sur mon Messenger Facebook à l'époque. Je les ai retrouvés, je les avais même affichés. Alors j'ai caché le nom de la personne parce que cette personne existe encore. Mais oui, qui me suggérait fortement, enfin qui me disait tu devrais arrêter, quoi. C'est la honte pour toi, tout le monde se fout de toi. Puis voilà. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est dommage. Merci, Mais Solène. bon. Et ce qui est génial dans le métier de créateur de contenu, voilà, les gens nous regardent, on fait des vidéos, on les poste en ligne, mais ils ne se doutent pas qu'il y a un humain derrière. Il y a quelqu'un qui a fait des études, qui a peut-être eu un métier avant. Et j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Yoline, quelle étude ou quel métier tu faisais avant de poster du contenu? Alors moi j'ai fait une formation, enfin j'ai fait alors un DUT technique de commercialisation. Après j'ai fait une licence et ensuite j'ai fait un master à l'EM Lyon Business School. J'ai été diplômée en 2021, donc là très récemment. Et en fait tout de suite après mes études j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc depuis, voilà, donc j'ai testé plusieurs projets. En même temps j'avais les réseaux, maintenant je suis à fond sur le yo-yo match. Mais du coup, j'ai pas eu un CDI à la sortie de mes études. Mais oui, formation plutôt business, management, marketing. Et tu t'es dit déjà quand tu terminais les études, dès que j'ai mon diplôme, je le fais à plein temps? En fait, j'avais fait un projet de fin d'études qui était un projet entrepreneurial. Et je me suis dit, mais si je le fais pas maintenant, en fait, si je commence à travailler, je vais avoir un niveau de vie que j'aurai du mal à abandonner après pour recommencer de zéro. Donc je préfère, voilà, là je suis étudiante, j'ai pas encore eu le goût de la vie parisienne et des premiers salaires, etc. Donc autant Et tenter des premiers le loyers truc. parisiens. Voilà. Donc autant tenter maintenant, quoi. Donc je me suis donné une année et voilà. Ok, t'as 1 an pour tout cartonner. Ouais. Ok, très bien. Donc là, tu es dans l'année où tu dois tout cartonner. Mais là c'est bon. Là, j'ai validé. Ok, c'est Le yo-yo match, ça se passe trop bien. J'ai pu réaliser mon rêve qui était de m'emménager à Paris. Et voilà, quoi. Donc, je suis trop contente. Parfait.
Cédric, moi si je regarde ton TikTok, je te vois, tu fais des expériences sociales dans la rue, tu gueules dans ta voiture en mode relève-toi, elle t'a largué, tu vas te relever. J'ai pété les micros, fait Oui. que... Ah Mais est-ce qu'à côté de ça, il y avait un métier ou des études avant? Ouais, alors, en mode j'ai fait un bac ES à l'époque, et après mon bac ES, alors j'ai voulu faire plein de choses, en mode comme je t'ai dit, genre j'étais fan d'astronomie, etc. Entre mes 9 ans et mes 15 ans, je voulais être astrophysicien, genre vraiment je kiffe ma race, je continue de regarder des documentaires, je suis matrixé par ce truc. Et après, quand j'avais 15 ans, ma prof de physique, elle m'a dit non, tu vas pas passer en S, donc je suis passé en ES. Et après, je me suis dit ouais, en vrai, j'aime bien genre la langue, machin, etc. Et je me suis dit bon bah, je vais faire du droit. Genre, je veux être avocat. Je me suis dit, vas-y, je veux être avocat. Je trouvais ça intéressant d'argumenter, etc. Je trouvais ça trop bien. Donc, je suis allé en fac de droit. J'ai fait une licence de droit. Et en fait, c'était un peu bâtard parce que, au bout de 3 mois de ma licence de droit, je venais d'avoir 18 ans. Parce que c'était une classe, du coup, c'est pour ça. Et en mode, je commençais à avoir des propositions de marques, d'entreprises pour travailler. Et du coup, j'ai dû créer mon entreprise à ce moment-là. Et du coup, je faisais en mode YouTube et les réseaux en même temps que la fac de droit et c'était galère. Bon, bah, tous les bails de ouais, on te met les trucs sur vidéoprojecteur, on vient de voir, voilà, on met tes vidéos en cours. Ah bon, bref, voilà. Avec les amphis, c'était bon, bref. Donc, j'ai fait ma fac de droit et c'est à partir vraiment de ma 2e année où ça a commencé à vraiment bien fonctionner et je me disais, attends, en mode, si je fais ça à plein temps, je peux gagner ma vie avec ça. Et du coup, je savais que côté familial, parents, etc., c'était pas trop la direction qu'ils auraient voulu initialement que je prenne. Donc je me suis dit, bon, je vais faire de la psychologie comme ça, je vais disséminer petit à petit, tu sais, juste la graine au fur et à mesure, en mode, ah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça sur YouTube, tu sais, juste pour leur montrer que c'est un peu sérieux. Après je disais, ah, tiens, et si je faisais une année sabbatique, etc. Et au début, c'était non, tu vois, mais au fur et à mesure, je disséminais le truc. Bon, je suis désolé, papa, maman, pour avoir fait ça, c'était pas cool, mais bon, bref. Et après, on est arrivé avec le plan où j'ai eu une discussion sérieuse avec ma mère notamment, en mode, bon, je valide mon diplôme, je valide ma licence, et ensuite je prends 1 année ou 2 années maximum, et je vois comment ça fonctionne. Moi, du coup, j'étais trop content quand j'ai accepté ça, donc j'ai validé ma licence d'abord, et une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler du coup à plein temps pour ça. Et en vrai, j'ai capté qu'il n'allait pas avoir de retour en arrière. Genre, une fois que tu as goûté à cette liberté, à cette vie, à faire vraiment quelque chose qui vraiment t'anime profondément, bien sûr, c'est mort. Je retournerai pas en arrière. Tu penses que Yoline, à la fin des 1 an, même si elle n'a pas atteint son objectif final, elle ne pourra pas reculer? Elle ne pourra pas revenir en arrière. Tu peux toujours revenir en arrière. L'objectif est atteint, là. De quoi tu me parles? J'ai exposé mon objectif. Excuse-nous. Non, parce que moi, la première année, genre, j'ai pas cash exposé mon objectif direct. Justement, c'était pas facile, tu vois. Ouais. J'avais l'impression de tout réapprendre depuis le début. Ah oui. De découvrir la vie, en fait. Mais bon... La solitude, bah après, c'est jamais facile. Hein. En fait, tu as une longue période de traversée du désert. Et à un coup, ça marche. Et là, il faut tout s'accélère. Mais la période avant, elle est... C'est ça, moi, tu construis, tu fais. Et t'as rien en retour, mais tu donnes. Ouais, c'est ça. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure, toutes les pierres que t'as mis finissent par faire le beau château, etc. Blablabla. Et c'est là où ça commence à porter ses fruits. Et moi, c'est vraiment, entre guillemets, arrivé tard que ça commence à porter ses fruits. Moi, vraiment, fin de première année, commencer à avoir vraiment les trucs. Après, là, la 2e année qui s'enchaînait, maintenant, ça va. Mais c'est un enchaînement de plein de travail qui, une fois regroupé, là, donne du résultat. Okay. Il y a eu des nuits qui n'étaient pas faciles. Mais... Très intéressant. Mais ouais, c'était cool. Merci. Chris, c'est qui le Chris d'avant alors? Il était boulanger, tatoueur? Non, le Chris d'avant, c'était pas un Chris qui était très proche des études. Ouais. Moi, j'ai eu la chance et la malchance d'avoir un papa docteur et une maman infirmière. Putain, pareil. Oh, voilà. Enfin, presque pareil. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je suis désolé, les gars. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les études, c'est obligatoire. J'ai un papa qui est très, très dur, notamment là-dessus. Donc, j'avais pas vraiment le choix. Pour moi, toute l'école, toute l'éducation, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'était une source de stress. Tout ce que je vivais était une source de stress. Donc l'école, forcément, ce n'était pas fait pour moi. Je ne rentrais pas du tout dans le moule. 16 ans, je quitte la maison, le domaine familial, parce que je ne m'entends vraiment pas avec mon père. À ce moment-là, je deviens professeur de danse. J'étais danseur professionnel. Okay. Je deviens professeur de danse. Je dirigeais des compagnies. J'ai chorégraphié pour les artistes. J'ai fait vraiment des trucs cool jusqu'au moment où je ne gagne pas d'argent. Toujours les rapports humains, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et là, je commence à avoir des travails
à droite, à gauche, travailler en boîte de nuit, travailler dans des bars, faire de la maçonnerie. J'ai cumulé 3, 4, 5 travails par... Franchement, j'ai fait plein de trucs. Il y a des journées, je crois que je devais avoir 3 travails d'affilée. Okay. Et en fait, je savais rien faire. Mais je leur faisais tous croire que je savais faire. La tchatche. Donc du coup, je vendais très bien. Je me vendais très bien. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours réussi à m'en sortir. J'ai eu des périodes très difficiles dans ma vie qui ont fait que j'ai pris des chemins différents. Et puis d'ailleurs, je me suis découvert dans le domaine artistique. Donc pour en revenir à la danse, tout ça, mais aussi beaucoup par rapport au tatouage, où là, je me suis lancé. Et puis ensuite, la psychologie. J'avais pas fait d'études de psychologie particulièrement. Parce que déjà, pour moi, le domaine l'éducation, j'avais été plus ou moins pas traumatisé, mais je l'avais vécu de manière vraiment difficile. Et je voulais pas me relancer là-dedans et ça me plaisait pas. Et c'était très instinctif chez moi. C'était très instinctif. C'est comme si j'arrivais toujours à naturellement trouver les bonnes questions et puis approfondir. Donc derrière, j'ai fait beaucoup de formations. Donc j'ai fait une formation neuropraticien en psychologie, en psychanalyse. J'ai fait des tonnes de formations. Et en fait, ce que j'aimais, c'est que je voulais vraiment faire en sorte d'en connaître plus que plus. C'est-à-dire que je ne me limitais pas à ce que j'aimais. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui englobait ce que j'aimais, j'allais m'y intéresser, que ce soit la sexologie, que ce soit l'analyse comportementale, que ce soit derrière les relations au niveau des traumatismes, peu importe, j'allais expérimenter et j'allais découvrir. Et vu qu'il y avait beaucoup de rapports avec ma vie aussi, derrière, j'ai commencé mes premiers accompagnements qui ont été pour moi une découverte. Et au fur et à mesure du temps, c'est là où je me suis vraiment découvert. Je dis, OK, ça, j'ai vraiment envie de le partager à un grand monde. Tu sais, j'ai envie de te dire, on commence un petit peu comme un entonnoir, on commence large, on finit vraiment avec une sorte de précision où on s'est tellement découvert qu'on sait vraiment ce qu'on aime et où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à créer la création de contenu donc, sur ce sujet-là, tout ce qui est autour de l'analyse comportementale ou autre. Et en fait, j'avoue qu'au début, je faisais beaucoup ça pour que les gens s'y reconnaissent et qu'ils se disent « Ok, ça m'aide vraiment ». Et je me suis rendu compte que plus je travaillais comme ça, plus je m'essoufflais, moins j'avais de résultats. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire que le jour où j'ai changé de mentalité, que je me suis dit « Ok, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ?» Et en fait, je me suis dit, OK, est-ce que je le fais pour avoir de la reconnaissance des gens ou est-ce que je le fais parce que j'ai réellement envie de le partager ? Et à partir du moment où je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de le partager, les résultats ont vraiment été différents. Et je parlais beaucoup plus aux gens, de manière beaucoup plus naturelle. Je parlais vraiment de sujets que je vivais, qui m'intéressaient, que ce soit de la philosophie, parce que je dédramatise la philosophie, et plein d'autres sujets différents afin que justement les gens s'y reconnaissent. Donc en fait, de ne pas vouloir le faire, paradoxalement, a fait en sorte que les gens m'entendent plus de ce que j'avais à partager. Donc tu penses qu'à un moment de ta vie, tu crées des vidéos justement pour la reconnaissance, la notoriété, avant de te rendre compte ? Je pense que quand on gagne... Alors moi, j'en gagne pas personnellement ma vie entièrement. Pour moi, c'est une suite, une continuité de ce que je suis. Mais quand on gagne ta vie, je pense notamment comme ton cas, évidemment, tu as toujours ce truc de il faut que ma vidéo elle marche parce que si elle marche pas, moi derrière financièrement ça peut être compliqué ou autre. Et le truc c'est que du coup on commence à créer et on commence à se mettre vraiment à la place des gens et on commence à créer pour les gens. Alors ça c'est super parce que du coup il y a cet aspect de partage. Mais est-ce que toi tu t'y perds pas là-dedans ? Est-ce que tu t'oublies pas là-dedans ? Et la réalité c'est qu'à bout d'un moment donné tu dis mais en fait j'ai créé un personnage qui me correspond pas. Exactement. Qui n'est pas vraiment ce que je suis. Donc je pense que de rester vraiment aligné entre ce qu'on partage et ce qu'on est, c'est important parce que ça te permet de vraiment être non seulement authentique avec les gens, mais d'avoir des retours sur la personne que tu es réellement et non pas sur la personne que tu parais être. C'est hyper important ce que tu as dit parce que pour qui on crée du contenu, on le sait, mais pourquoi on a tendance à l'oublier ? On va tellement vite. Merci beaucoup Chris, très intéressant. Solène, pour terminer, alors, dis-nous. Alors, moi, je me suis arrêtée au BTS. J'ai fait un BTS MUC, assez classique, on va dire. Je ne me suis pas spécialisée derrière. En fait, alors moi, j'avais pas de soucis avec les études particulièrement, quand bien même j'étais un peu le mouton noir à chaque fois dans ma classe. Okay. Parce que j'avais déjà je pourrais dire que j'avais déjà des rêves entrepreneuriales, mais j'avais aucune idée dans quoi. Je pense que c'est difficile à 17-18 ans de savoir vraiment dans quoi on a envie de se lancer, mais je ne voyais pas les choses comme tout le monde. Ce qui ne plaît pas forcément au système non plus, notamment en France. J'ai voulu me spécialiser derrière, mais en fait, je ne voulais pas le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'ai voulu continuer en licence. Je me souviens, j'avais passé mes oraux, mes écrits, j'avais payé pour aller dans cette école de commerce, l'INSEC, à Bordeaux. Finalement, je ne me suis jamais présentée là-bas. En fait, j'ai laissé passer l'été. Alors, il faut savoir que j'étais dans une situation financière très compliquée. Quand j'étais dans mes 2 ans de BTS, mes parents ne pouvaient pas m'aider à ce moment-là. Enfin, c'était un peu le chaos dans la famille, quoi. Donc, je profitais des bourses pour payer mon loyer. Puis après, j'avais 221, ça m'a marqué exactement en euros de la CAF qui me permettait de vivre. Ouais. Donc, grosso modo, c'est 221 euros, on ne fait pas grand-chose. Du coup...
je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de repartir là sur 3 ans, licence et master, sans argent comme ça, sincèrement, ça me drivait pas. Donc, j'ai commencé à travailler dans la restauration après mon BTS directement. Je n'y connaissais rien à voir avec mes études, mais c'était un peu la facilité, j'ai envie de dire. En plus, par chez nous, vu qu'on habite proche de la mer, il y a pas mal de saisons saisonnières qui durent 5-6 mois. Donc, ça gagne, on va dire, plutôt bien. Enfin, tout est relatif. Effectivement, on travaille beaucoup aussi. Mais quand j'ai commencé à toucher mes premières payes, je me suis dit, c'est autre chose, c'est bien, ça change de toucher 2500 € vs 221 €. Donc, j'ai pas eu du tout envie de reprendre les études. Donc, je me suis pas présentée et j'ai commencé à faire ça pendant à peu près 3 ans, ce qui m'a permis de voyager. Donc, j'ai fait des saisons un peu à Courchevel, un peu vers chez moi. Je suis partie en Australie, pareil, et j'ai touché un peu à tout. J'étais un peu comme Chris, un couteau suisse, quoi. Je prenais un peu ce qu'il y avait, job alimentaire. J'ai fait des ménages dans des Airbnb en Australie. J'ai travaillé dans les fermes, j'ai trié les cerises, j'ai travaillé dans des usines. Enfin, voilà, je prenais un peu ce qu'il y avait. Restauration, toujours, ça, c'est ce qui m'a tenue, on va dire. Et jusqu'à mon dernier job salarial, quand j'habitais à Montréal, où j'étais assistante chargée de projet. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 22 ans. Ok. J'avais 22 ans et en fait, en soi, le nom du job paraît super compliqué, enfin super intéressant, c'est hyper redondant en fait. Moi, ça me correspondait pas du tout dans le sens où c'était un bon job dans lequel il y avait beaucoup de perspectives d'évolution et j'entends mes parents quand je dis ça parce que c'est vrai que du coup mon père me disait mais tu devrais rester là-dedans, etc. parce que ils ont une autre image en fait, mais quand on aspire à entreprendre c'est plus fort que soi en fait. Donc il y a beau avoir les meilleures perspectives d'évolution, si on n'a pas envie de travailler entre guillemets pour quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Donc moi c'est ce que j'essayais de faire comprendre notamment à mes proches, tant bien que mal. J'avais beau bien gagner ma vie, etc. Mais voilà, après, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat à côté, en fait, en montant mon petit business à côté de ça pour avoir une sécurité quand même et pour pas tout lâcher. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est bien, on voit que dans tous les parcours, en fait, c'est vraiment fait étape par étape. Ouais. Ou alors à la sortie d'études, on avait cette réflexion de se dire, on se lance pas. Hyper intéressant. J'aimerais aborder un sujet un peu tabou maintenant, c'est le sujet de l'argent. Parce que dans la création de contenu, on entend toutes sortes de blabla. Et moi, maintenant que je commence à faire différents événements, je vois des TikTokers qui ont 4 millions d'abonnés et qui ne gagnent pas 1 euro, et des YouTubers qui ont 20 000 abonnés et qui en gagnent peut-être 20 000 € par mois. Donc j'aimerais qu'on en parle juste, histoire d'une minute. Yoline, de ton point de vue, toi, tu nous as dit que ça fait 2 ans et demi que tu es dans la création de contenu. Tu as 400 000 followers. Est-ce que de ton point de vue personnel, on peut commencer à en vivre ou est-ce que c'est compliqué? En fait, ça dépend vraiment de la niche, de ce qu'on fait, de ce qu'on propose. Moi, je vois plutôt les réseaux sociaux comme un tremplin pour ensuite proposer d'autres services. Ça peut être de la formation, comme tu as dit, ça peut être du coaching, ça peut être plein de choses. Je pense que si on veut vivre purement des réseaux sociaux en soi, c'est compliqué parce on est 100% dépendant de marques, de partenariats. Et c'est hyper fluctuant, ça peut un mois être beaucoup et un mois, pendant des mois peut-être rien. Donc en fait, tout dépend de la stratégie qu'on a avec les réseaux sociaux et ce qu'on veut en faire, quoi. Parce que si on a par exemple, quand on a une thématique, je pense, comme nous tous ici, je pense que c'est plus... Je pense qu'après, je me trompe peut-être, mais on a tous eu nos réseaux sociaux aussi dans un but d'apporter vraiment du contenu et pas forcément juste de montrer notre vie, etc. Et du coup, c'est plus facile après de découler sur un service qu'on a envie de proposer, d'aller plus loin que ce qu'on peut proposer en vidéo. Bien sûr. Et je pense que c'est plus par ce biais-là qu'on peut se rémunérer que purement sur les placements de produits. Moi, je vois vraiment... des placements comme un plus qui doit pas en fait venir parasiter ce qu'on fait de manière générale. Ça doit vraiment s'inclure bien dans ce qu'on fait de manière naturelle et donc rester, à mon sens, assez occasionnel, quoi. Est-ce que tu penses que c'est important de rester aligné avec ses valeurs par rapport au placement de produits qu'on peut faire, des partenariats? Mais totalement. En fait, si on prend un placement d'une marque qui n'est pas du tout aligné avec ce qu'on fait, en fait, on perd. C'est comme si on vendait toute l'image qu'on avait construite, on l'a détruit pour une vidéo, pour de l'argent. Enfin, c'est terrible. Enfin, on a construit toute cette communauté autour de ce qu'on aime et ça a une énorme valeur et c'est inestimable, tous ces mois qu'on a investi là-dedans.
Donc on va pas le laisser tomber pour juste une vidéo ou un chèque. Voilà, quoi. Exactement. On va très bien parler. Merci, Yolène. Chris, si je peux revenir vers toi, comment tu vois un peu l'argent autour de la création de contenu? Est-ce que... Moi, honnêtement, je gagne pas ma vie avec la création de contenu. Je gagne aujourd'hui avec TikTok, de par les nouvelles mises à jour, des revenus qui sont quand même assez intéressants, hein, comme tout le monde. Mais c'est vrai que je focalise pas mon attention sur gagner des revenus, un petit peu comme toi, sur gagner des revenus uniquement avec les réseaux. Pour moi, j'ai des entreprises, j'ai mon business, j'ai mes accompagnements ou autres, qui font que d'ailleurs, ça permet de nourrir mes projets. En fait. Voilà. C'est pas uniquement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le réel switch, c'est ça qui est intéressant, c'est que la création de contenu, non seulement c'est un vrai travail, c'est très compliqué parce qu'il faut une discipline, il faut une rigueur, il faut continuer à poster, être créatif, ça c'est dur, super créatif, toujours trouver des contenus qui te parlent, qui parlent aux gens, que tu vas pouvoir partager sur des sujets que toi tu connais. Donc en fait, en fonction de la niche dans laquelle tu es, il faut que toi tu développes tes connaissances au maximum pour pouvoir partager de nouvelles choses. Si tu ne les développes pas, il ne se passe rien. Enfin, si tu veux, c'est un espèce de cercle qui est complexe, qui fait qu'aujourd'hui, les gens ils disent créateur de contenu, c'est pas un travail, ou alors c'est trop facile, tout le monde peut le faire. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que demain, va demander à quelqu'un de parler devant un public de 100 000 personnes et de faire en sorte que ces 100 000 personnes-là soient intéressées par ce que tu te dis. C'est très compliqué. Ben, nous, on le fait sur les réseaux sociaux de manière un petit peu différente à travers des vidéos, mais c'est plus ou moins le même principe. Donc, gagner de l'argent, je pense que c'est une chose qu'on peut faire, que tout le monde, en tout cas, je pense, est capable de faire. Maintenant, il faut arriver, pas dans l'optique de gagner de l'argent, il faut arriver dans l'optique de vraiment partager ce que j'ai envie de partager. Moi, c'est vraiment mes valeurs après. Mais tu vois, moi, par exemple, je ne fais pas de placement de contenu, de placement de produit, pardon, parce que ce n'est pas du tout dans mes valeurs. Je n'ai jamais fait un placement de produit. Okay. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois de faire un placement de produit, mais je te parle de ça il y a quelques années, j'avais personne sur les réseaux. Mais là, aujourd'hui, pas du tout, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs et à ce que j'ai envie de proposer. Ou alors, quand j'en parle, je ne suis pas rémunéré pour en parler et c'est juste que j'aime vraiment le produit, que la marque me l'a offerte et que du coup, j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'aime énormément ce que la marque m'a proposé. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Ceux qui veulent faire de l'influence, c'est très très bien aussi. Mais focaliser toute son attention sur gagner de l'argent grâce au contenu des réseaux, je pense que c'est une erreur. C'est comme quelqu'un qui ouvre un business pour gagner de l'argent. Il se plante. Il se plante. Ouais. C'est la même chose. C'est très bien que vous le dites parce qu'il y en a plein qui regardent et qui pensent que créateur de contenu, on reçoit 40 cartons à la semaine chez nous, on fait des placements de produits, on gagne 30 000 € par mois, ce qui est totalement faux. Et il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent alignées avec ses valeurs à côté. Parfait. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu du planning. Solène, comment tu organises une journée type? Là, vous êtes tombé sur la bonne personne. Il rigole parce que c'est pas lui qui fait l'organisation. C'est pas moi qui fais l'organisation. C'est vrai. Ah bah. Bon, moi et mon ascendant vierge, nous sommes très organisés. Alors, je te dirais que moi, j'avoue que le mot routine me fait pas peur. Je sais que ça fait peur à beaucoup de monde parce qu'en général, quand on entend routine, c'est métro, boulot, dodo. Mais moi, dans ma routine d'entrepreneur, au contraire, j'aime bien ce mot parce que ça me permet de me discipliner. Okay. Alors, quand je dis routine, je pense que c'est impossible, à mon sens en tout cas, d'avoir tous les jours la même routine, la même chose, etc. Il y a forcément des imprévus qui arrivent. Donc, mais grosso modo, moi, je te dirais que le matin, en tout cas, moi, j'adore prendre du temps pour moi. Alors moi, je suis quelqu'un, le matin, faut pas trop me parler. J'avoue que j'aime bien le silence, j'aime bien être tranquille. Genre, c'est le moment où, je sais pas, je vais méditer, je vais écrire, je vais poser un peu ma journée. C'est un moment, normalement, de base, hors grossesse, je me lève assez tôt, on va dire, parce que justement, je profite de ce moment, en tout cas, à mon sens, quand on est aussi créateur de contenu, on est souvent sollicité. Et le matin, moi, de base, j'aime bien me lever genre vers 6 heures. Les gens dorment encore, ou du moins, ils ne sont pas vraiment sur les réseaux, ils sont en train de se préparer pour aller au travail, et il y a moins de messages. Et en fait, moi, j'ai tendance à vite me sentir envahie, tu vois. Donc, c'est aussi un moment que je prends pour moi pour ne pas me jeter tout de suite sur mon téléphone et répondre à tout le monde et me réveiller avec 10 000 notifications et tout. Donc ouais, moi j'aime bien organiser, tout part du matin en fait. Pour moi, si je loupe ma matinée, c'est le matin. Ouais, c'est comme si je loupais ma journée, tu vois. Et après, est-ce que c'est au feeling ou est-ce que tu as 1 heure de tournage, 1 heure de montage? Est-ce que tu t'organises vraiment Alors franchement, dans mon idéal, qui n'est jamais le cas, j'aimerais planifier, mais au final, je le planifie pas vraiment parce que ça va vraiment dépendre de mon humeur du moment, tu vois. C'est vrai que des fois, le dimanche soir, je vais me faire des listes pour la semaine. Mais des fois, je peux aussi avoir cette pression de me dire, tiens, si j'arrive pas à remplir cette liste ou à le faire dans l'ordre, etc., ça me met une pression à la fin. Donc, j'essaie grosso modo de mettre les tâches principales sur lesquelles il faut vraiment que je me concentre. Mais après, je me mets pas vraiment de jour. On a essayé de le faire de temps en temps, à se dire, OK, le lundi, on fait plus de contenu YouTube. Le mardi, ça sera plus les podcasts, etc. Surtout quand on est sur plusieurs plateformes, il faut être organisé quand même. Mais sans se mettre non plus la pression. Tu vois, dans l'idéal, c'est le mieux.
je te dirais. Mais... On peut Et être un- sincèrement, pour rebondir sur ce que tu dis, se faire, je sais pas moi, 20 Reels dans la journée, se faire 20 TikTok, se faire derrière 7 podcasts, la journée, tu la vois pas passer. Et Oui, au après, final, en fait, je pense qu'il faut toujours se donner des objectifs qui sont réalisables aussi. C'est-à-dire que moi, ça a été un peu mon gros défaut. Au début, dans l'entrepreneuriat, tu es tellement à fond, puis c'est ton business, que tu as tendance à faire des to-do list, mais longues comme mon bras, tu vois. Et en plus, moi, j'étais dans cette culpabilité de me dire, mais putain, j'y suis pas arrivée à la fin de la journée à me dire, putain, il me reste encore ça. Donc, non, ouais, se donner des objectifs qui sont réalisables, c'est important, sans Ok. se mettre la pression. Ouais. Très bien. Et toi, Yoline, justement dis-nous. J'allais dire, tu te couches à quelle heure du coup si tu te lèves à 6h? 19h Non, non, franchement, oui, on se couche 22h. Ok, ouais. Bon, je te parle période hors grossesse, parce que là, c'est un peu Ouais. la cata, je me lève à pas d'heure, mais sinon, de base, ouais. Mais il y a même des matins, on se levait genre à 5h, ou, tu vois. Après, nous, c'est vrai qu'on est très réglés plutôt pour profiter de la journée plutôt que de profiter de la nuit. Vu qu'on a travaillé tous les deux dans la nuit pendant des années et des années, aujourd'hui, on est plus dans quelque chose de différent. Ça ne nous empêche pas de sortir ou quoi, mais c'est vrai qu'on préfère profiter de la journée. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la discipline parce que enfin, moi j'ai du mal un peu à me discipliner. Je me force, mais vraiment, c'est pas facile. Donc j'essaye de me lever tôt et tout. Mais je trouve que c'est intéressant quand tu dis que. Enfin, tu vois, quand rien que le réveil, genre si tu mets ton réveil à 6h, si tu repousses ton réveil, bah. Tu respectes pas en fait ce que t'as dit la veille, donc tu respectes pas ton premier objectif de la journée. Donc c'est déjà un engrenage qui fait qu'après tu traînes et en fait non, mais de toute façon j'ai pas respecté cet objectif. Donc et ouais, mais c'était intéressant. Et aussi sur ce que tu as dit sur la sollicitation, parce que c'est vrai qu'on est très très sollicité et des fois c'est un peu oppressant parce que tu te dis je peux pas répondre à tout le monde et j'aimerais faire plus, mais t'es humain en fait et tu reçois tellement de messages et après des fois les gens le prennent mal parce que tu réponds pas, mais enfin tu peux pas te démultiplier non plus, quoi. En tant que créateur de contenu, justement, c'est difficile, il faut savoir poser ses limites. Ouais, et souvent, on a tendance à voir les créateurs de contenu comme super sollicités et qui adorent ça. Alors, il y en a certainement qui adorent ça. Moi, je dis pas que c'est pas que j'aime pas ça, mais je pense que j'ai tendance à... Je suis de nature vite envahie, en fait. Donc, je suis obligée de poser mes limites et je pense que c'est important de le faire et de rappeler aussi au monde que, comme je disais tout à l'heure, il y a des humains derrière cette technologie et que des fois, ça fait beaucoup, quoi. J'imagine que surtout dans le domaine amoureux, tu dois recevoir beaucoup de demandes de conseils. Oui, beaucoup. Et comment tu fais pour trier ? Après, souvent, ça m'inspire des vidéos. Donc, si c'est des thèmes qui reviennent souvent, je vais refaire une vidéo. Est-ce que tu pourrais faire un truc sur ça, machin Mais des fois, oui, je reçois des messages et des messages et des trucs et je me dis, waouh. Mais après, j'en vois des créateurs de contenu qui répondent, qui font des appels aussi. Il y en a. Et je me dis, waouh, c'est beaucoup. Parce qu'en plus, quand tu fais du contenu, tu donnes en fait de ta personne. Et donc, en plus, par message privé, tu donnes encore plus parce que c'est une histoire privée, machin. Donc, bien sûr. Ça prend beaucoup d'énergie. C'est ça, c'est important de le rappeler que les créateurs de contenu, ils aimeraient répondre à tout le monde, on aimerait être au taquet avec tout le monde, mais on a du temps à gérer, on a d'autres activités à côté, et on le fait bien sûr avec le cœur, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Humainement, c'est pas possible. Bien sûr. Et toi, Cédric, créateur depuis 2014 Depuis 2013. Depuis 2013, c'est vrai. 2013. On peut le dire parce que moi, j'ai pratiqué, j'ai tout perdu, mais la musculation, on peut dire que ça donne une certaine discipline. Ouais. Est-ce que tu l'as également dans la création de contenu ? Ouais, en fait d'ailleurs c'est génial parce que le fait d'avoir commencé la muscu et d'avoir cette discipline de la muscu, j'ai pu me dire à un moment donné, quand je me rappelle dans mes études ou mon taf, j'étais pas discipliné du tout, je m'étais dit mais attends, pourquoi est-ce que je prendrais pas le framework, le cadre de travail que j'ai sur la muscu et l'intégrer dans mon travail. Et en fait je l'ai fait et du coup voilà, nickel. Et après là aujourd'hui, encore plus parce que je kiffe ce que je fais, en vrai le droit j'avais beau essayer de me discipliner à un moment donné, c'est pour ça que je me suis dit je vais arrêter le droit parce que je pouvais travailler 3 heures dessus, j'arrivais plus à travailler. Mais c'était un signe du destin qui me disait en fait c'est pas exactement ce que tu veux faire. Mais ouais, là je suis... T'as trouvé un cadre, une dynamique. En fait, c'est marrant parce que, et même mes potes me le disent, en mode, je suis très ouvert d'esprit sur tout plein de choses, très flexible, etc. Mais autant il y a des trucs, je suis d'une psychorigidité incroyable. En mode, genre, ma routine, je peux vous la décrire en 2 minutes, c'est carré tous les jours du lundi au vendredi minimum, c'est comme ça. C'est en mode, lever 7h30. Ok.
Entre 7h30 et 8h30 en mode petite routine, tranquille, je me lève, je check un peu réseaux sociaux, petit-déj, petit pesage, toilette, machin, petit Des fois, ça crème, décale etc. jusqu'à 8h32 ou pas? Ouais, mais généralement, je rattrape plutôt d'une 7h. je rattrape d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ok, Donc ok. je finis toute ma routine à 8h30, tu vois, je suis bien à 8h30. Petite vidéo de motivation du jour, direction la muscu. Grosse musique dans la voiture, bam, direction la muscu. Dès le Donc matin, là, déjà, je sais que je vais passer une bonne journée. En fait, je sais que dès la première heure de ma journée, en fait, je kiffe ma routine. Je pourrais en parler pendant des heures de ma routine. Je kiffe. Donc je vais à la muscu, je rentre de la muscu les 10h30, entre 10h30 et 11h, collation. Entre 11h et 13h, première période de taf. La première heure, je l'accorde toujours à apprendre des nouvelles choses. Ok. Donc là, en ce moment, je suis en train d'apprendre l'arabe et de lire un livre. Après, du coup, je fais mes mails, etc. Généralement, je finis à 13h. 13h, 13h30, déjeuner. 13h30, 16h30, travail. 16h30, 17h, collation. 17h, 20h, travail. 20h, 20h30, dîner. 20h30, 21h30, travail. Et après, pareil, petite skincare routine. Petite douche. Ok. Attends, mais c'est important. Mais Attends. c'est hyper important, Attends, j'adore parce que les moi, gens qui attends, me comme font la ça, je vais être skincare. là, à 30 ans, 50 ans, Brad Pitt, il va paraître genre ridicule à côté de moi. C'est Il c'est va être quoi là ta en mode, routine ouais. skincare? C'est alors, moi j'ai une peau qui est quand même vachement sensible de base. Donc, j'ai dû faire plein de produits différents pour tout le Placement de monde. produit, attention. Ouais, du coup en mode. Tu seras dans la barre d'infos. Avec un petit code promo, je ne touche pas de On commission, se attention. autoclash. Non, en mode, ouais, du coup c'est en mode, le matin c'est genre une mousse nettoyante. Je crois que c'est Sheido, genre elle est trop bien. Ouais, Ouais, attention, c'est pas... Ah non, je déconne pas. On se donne Voilà. sur les produits skincare. Après, de temps en temps, genre, en fait, à la base, je sais pas, j'ai des boutons là, parce que j'ai de la sécheresse. En mode, Ok. tu sais, petit bouton, moi je sais. C'est bon Et à du coup, savoir. parfois, je fais en mode. Fais le trop gros bras, ça, ça. ouais, Je t'ai c'est dit, pour je t'ai ça. dit. C'est en mode, à partir du moment où j'ai commencé la muscu, on m'a dit, frérot, t'es trop chaud, on va te calmer un peu. Et après, je mets un truc. Une crème hydratante. Ouais, crème hydratante. Et D'accord. après, genre 2-3 fois par semaine, même Masque. parfois 4. Alors, non, masque et tout ça, je fais plutôt une fois par mois. Par contre, ok. 3-4 fois par semaine, parfois les gens ils disent trop, mais moi je trouve. Gommage. Ouais. Mais moi je trouve que ma peau elle est mieux comme ça, en mode de gommage à 4 fois par semaine, 3-4 fois par semaine. Non, on me dit dans gommage, l'oreillette c'est qu'on parle de la création de contenu aujourd'hui. Alors attendez. On part en bien. live. Non mais ouais, non mais. Tu nous parce que- devras pas faire ça. Oui, c'est pour ça que j'ai Ouais, dit ma ouais, routine, genre il y a trop de détails, skincare, vraiment, ça il y a m'intéresse. tellement de Yolene qui est détails hyper dans ma curieuse. vie. Je dis non, on va pas y arriver. Ah, non, mais- Non, il y a Tu trop de mets pas de détails. sérum du coup. Et tu exfolies un peu trop ta peau, je trouve. Bref, et voilà, et après, entre 21h30 et 22h30, je suis en train de dormir. Et après, bah, je reprends le lendemain. Et en gros, ce que je fais pour organiser ma semaine, c'est que le dimanche, généralement, ou la fin de la semaine d'avant, je programme toutes les tâches que j'ai à faire pour la semaine de manière réaliste, justement. Ça, c'est vraiment un truc, ça a été difficile pour moi de mettre des objectifs réalistes. Ouais. Et voilà, je fais ça comme ça du lundi au vendredi. Après, samedi, dimanche, si jamais j'ai un petit peu de trucs qui dépassent, ou tu sais, il y a toujours des imprévus à un moment donné, parce que comme vous disiez, on est sollicité. Bien sûr. Parfois, t'as une petite urgence ou un truc auquel tu dois assister et que tu veux faire. Bon, bah, du coup, ça décale un peu le programme et tu rattrapes. Merci Voilà. Cédric. Très complet. Chris, moi j'ai une autre question pour toi. Oui. Tu me dis si je me trompe, il y a peut-être, c'est rare les journées où tu mets pas de story Instagram, tu es très actif Ouais. sur Insta. Comment tu fais à travers le métier de créateur de contenu une différence ou une barrière entre ta vie privée et ta vie pro? Est-ce que tu montes toute ta vie privée sur Insta? Est-ce que tu te limites à certains domaines? Honnêtement, je me pose pas vraiment la question. Je me mets pas de limite entre ma vie vraiment perso et pro, dans le sens où je partage pas non plus beaucoup de choses de ma vie très perso. Quand même, par contre, quand je vis des expériences qui sont difficiles à vivre, que ce soit dans mes relations sentimentales, que ce soit dans mes relations sociales ou autres, j'aime les partager parce que je sais que d'autres personnes vivent la même chose. Et du coup, de leur donner peut-être mon feedback sur ce que moi j'ai ressenti, ça peut les aider à s'identifier aussi à ça. Donc, j'ai pas de problème. En fait, pour être 100% honnête, je suis totalement honnête avec moi-même. Ok. À partir du moment où je suis pas honnête avec moi-même, c'est-à-dire que si j'ai peur d'en parler, c'est que moi-même j'ai une peur vis-à-vis de quelque chose, si tu veux. Donc je me dis, si vraiment je suis honnête avec moi-même, pourquoi est-ce que je le ferais pas, sachant que ça peut aider et que moi en plus c'est réellement ce que je vis. Je préfère être honnête avec les gens. C'est vrai, mais est-ce que des fois tu peux avoir des retours des personnes sur les réseaux sociaux qui se permettent de juger ta vie privée? Ouais, beaucoup. Oh là là, C'est quoi, occupez-vous de votre vie privée. Le truc super intéressant, c'est que Soso, qui est enceinte à côté de moi, que vous n'avez pas remarqué, j'imagine. Dites non. Un jour, elle a mis une photo où elle était nue de profil.
Et en fait, on voit super bien son ventre. C'est une photo très esthétique pour les femmes enceintes et tout ça. Et en fait, elle avait fait un texte en dessous de cette photo-là où elle disait pardon, où tu disais pardon à ton corps, que tu parlais à ton corps. Oui, j'avais fait une lettre à mon corps. Elle avait fait une lettre à son corps. Si tu veux, c'était vraiment super intéressant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je partage en story. J'en suis fier parce que pas forcément en soi de montrer une femme à poil sur mes réseaux, pas du tout. Non seulement qu'elle est enceinte et que c'est mon enfant, mais qu'en plus de ça, le texte c'est déjà pas mal. Hein. En fait, c'est mon gosse. Les gars, c'est ce que je fais. C'est déjà ma graine là, donc je sais pas. C'est pas grossi tout seul. Et qu'en gros, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est tout le texte qu'elle a mis avec, tout le partage qu'il y avait. Je trouvais l'ensemble qui allait super bien. Et là, de suite, les gens, ouais, t'as pas honte de partager une femme à poil, une femme nue sur les réseaux, tout ça. Et moi, en fait, honnêtement, je regardais et je dis, bah, écoutez, si vous n'êtes pas en accord avec ça, désabonnez-vous, il n'y a aucun problème. Enfin, moi, je crois que tu l'as dit publiquement. Ouais, j'ai dit clairement, je dis, moi, si vous n'aimez pas ce que je partage, désabonnez-vous. Je suis pas là pour vous obliger de quoi que ce soit. Moi, que j'ai 10 000 abonnés ou que j'en ai 300 000, j'en ai rien à secouer. Ouais. Je dis, ça, ma vie, elle va pas changer du jour au lendemain. C'est que je suis fier de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie parce que c'est une étape que ta maman a vécu et c'est de là que tu es sorti. Donc, je vois pas pourquoi tu vas te critiquer à un endroit. Peut-être dû y rester d'ailleurs. Oui, voilà. C'est qu'à un moment donné. Mais quelle morale on peut en tirer alors de ce genre de situation-là, moi je pense que si tu es impacté par ce que disent les gens, c'est que toi-même tu es en insécurité par rapport à cette parole-là. C'est-à-dire que si tu te mets toujours à te focaliser sur ce que les gens vont penser de toi, eh ben, ta vie, tu ne la vis plus en fonction de ce que tu es, mais tu te crées un personnage pour que les gens aiment ce que tu parais être. Et ça, c'est vraiment différent, parce que tous les gens aujourd'hui se créent des personnages en fonction de différents points de société. Le personnage qu'on a ici, le personnage qu'on a quand on sort d'ici, le personnage qu'on a avec nos parents, celui qu'on a avec notre femme ou autre, on a tous des pseudo-personnages. Moins on est honnête avec nous, plus les personnages ont une entité, c'est-à-dire vraiment une personnalité. Plus les gens vont s'accrocher à ça. Donc le jour où vraiment tu dévisses et tu te dis je veux vraiment être moi-même, les gens ils te reconnaissent plus. Donc il y a du tri qui se fait, donc il y a des choses qui se passent. Donc au final, je pense que réellement s'assumer soi-même, peu importe ses erreurs, ses blessures ou autres, c'est la clé d'un potentiel épanouissement personnel. Tout à fait. Parce que, Yolène, justement... Oui, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur le fait de désabonnez-vous. En fait, tu arrives à prendre un certain recul par rapport aux abonnés. Et je pense que quand tu commences à avoir des abonnés, tu as toujours un peu cette peur que ça s'arrête, qu'il n'y en ait plus, que ça impacte par exemple tes business ou quoi, tu vois. Et en fait, cette peur, je trouve qu'elle peut parfois te mener à faire des choses qui ne te ressemblent pas forcément parce que juste c'est des vidéos que tu sais qui vont marcher parce que c'est un thème voilà, qui va être clivant ou quoi que ce soit. Et je trouve ça hyper intéressant de se rappeler, en fait, je l'ai fait pour moi à la base, pour aussi partager, parce que moi, ça me fait plaisir de le faire. Et après, si les gens, ça leur plaît pas, qu'ils sont toujours libres de partir et que ça va pas changer ma vie non plus, quoi. C'est clair. Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, après, à contrario, il y a quand même... On est aussi là pour, entre guillemets, éduquer les enfants, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont moins de 13 ans, qui ont accès aux réseaux sociaux. Et c'est sûr qu'il y a quand même une grande différence entre une photo de femme enceinte à poil et toutes ces photos de toutes ces filles qu'on peut voir aussi. Il y en a énormément qui font la pseudo-pornographie. J'appelle ça de la pseudo-pornographie parce qu'il y a vraiment des fois des positions qui sont vraiment incroyables et qui derrière ne font pas forcément une bonne image de la femme et qui entretiennent cet aspect-là pour les jeunes. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver en fait, tout simplement que ça ne soit pas trop dans l'extrême de non, je ne montre rien et je me cache de tout et non plus dans l'inverse où vas-y, c'est ouvert pour tout le monde et voilà. Faut savoir si tu nourris. En fait, c'est quand tu postes, pour moi, il faut savoir si est-ce que je le fais pour moi pour nourrir mon ego. Tu vois, genre typiquement, est-ce que je vais aller poster une photo juste pour nourrir mon ego ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie, alors quelque part il y a toujours une forme un peu égocentrique, mais est-ce que j'ai vraiment envie de partager ce message-là aussi, tu vois ? Je pense que, comme tu disais, en fait, on peut avoir tendance à se conditionner au prisme de ce que les gens pourraient penser de toi, tu vois. Et ce qu'ils attendent de toi, au final, c'est même plus toi. Et tu te perds un peu là-dedans à dire, mais ce contenu ne me ressemble pas du tout. Et ouais, ça montre bien que les personnes, tu vois, qui ont critiqué la photo que tu as mis, finalement, ils s'étaient abonnés à ton contenu et même pas à la vraie personne, en fait. Ils jugent le contenu et pas l'être humain qui est derrière. D'ailleurs, combien tu as perdu de personnes quand tu as posé cette photo ? Ouais, c'est rigolo. À chaque fois, parce que, en fait, moi, c'est vrai que je suis pas une fit girl ou quoi que ce soit, et j'ai rien contre, mais c'est vrai que du coup, je poste rarement des photos comme ça. Quand bien même on habite à Bali, on pourrait être en maillot toute l'année, j'en poste pas beaucoup. Et du coup, quand je poste ce genre de photos, je sais que ça fait polémique et je mets toujours un long message dessous parce que j'ai des choses à raconter par rapport à ça. Donc là, c'était une lettre à mon corps de pardon, etc., plus autour de l'amour de soi. Et en majorité, en vrai, on se focus sur le négatif, mais il y a quand même eu 95% de commentaires qui étaient vraiment positifs et qui ont compris. Les gens sont plus allés voir Chris et me critiquer chez Chris que moi dans mes DM. Même avant qu'il partage.
Même avant que, dès que tu as Ouais, posté ouais. la photo. Ok. Ouais, ta femme, etc. Regarde, c'est malsain. Mais par contre, moi, on n'est trop rien venu me dire, j'ai envie de dire. Par contre, c'était des vagues de désabonnements, tu vois. Ouais, Chaque ouais. photo, c'était genre 500 abonnés en moins direct, tu vois, dans la soirée. Et je disais à Christin, t'as vu, c'est drôle quand même. Mais j'avais ce recul de me dire, je m'en fiche parce que je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi je l'ai partagé, et je sais que mon message... D'ailleurs, j'ai même été relayée par des médias. Tu vois, les éclaireuses, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ces médias-là un peu féminins. J'ai été relayée par rapport à ces photos-là, justement, parce que dessous, j'avais un vrai message à dire. Je voulais vraiment m'exprimer et qu'on m'entende. Et je savais que c'était la meilleure manière de le faire aussi, parce qu'une photo comme ça fait polémique. J'aurais mis une photo de ma tête, ça aurait peut-être moins fait polémique, tu vois. Donc, au final... Ouais. Très bien qu'on en parle. Mais je trouve ça intéressant le truc du prisme de se conformer à ça parce que, des fois, en fonction de ton... chacun a des facettes différentes. Genre, des fois, tu vas être plus dans un mood hyper confiant. Après, je parle pour moi, mais je vais être vachement... hyper à l'aise, etc. Des fois, je vais aborder des sujets plus sérieux. Et des fois, quand je suis dans un ton plus léger, je peux me permettre de parler comme je parle avec des copines. Et une fois, quelqu'un m'a écrit, il me dit « Oui, t'as vu comment tu parles, machin ?» Parce que, je sais pas, j'avais dit « Fais attention à toi, ma sœur. » Enfin, j'avais dit un truc comme ça, tu vois. Et ouais, non, mais ça te ressemble pas par rapport à d'habitude, etc. Je dis « Oui, mais ça fait partie de moi, Bien tu vois. sûr. Des fois, je C'est vais aussi être comme toi. ça, mais c'est aussi moi, c'est ça. Complètement. C'est ça, le truc. Et ça, il faut se l'autoriser aussi. Ouais. Parce que justement, vu que les gens voient qu'une partie de l'iceberg, une facette de nous, ils pensent tout de suite que « Ah, mais ça te ressemble pas, ce n'est pas toi. » Mais si, Mais si, en fait, c'est moi. tu vois, la personne bienveillante que tu vois, ça se trouve, là, dans 2 minutes, je vais être horrible, tu vois, parce que je vais vivre un truc horrible. Enfin, tu vois, je peux être autant bienveillante que je peux être aussi très en colère. Enfin, tu vois, il y a toujours ces 2 facettes que les gens... je sais pas si c'est une idéalisation de nous, mais, ou alors si c'est nous qui nous montrons peut-être pas assez vulnérables ou pas assez de nous-mêmes, mais ils ont tendance à peut-être parfois à trop nous idéaliser, à se dire « Oh mais non, elle peut pas parler comme ça, elle peut pas dire ça, elle peut pas dire merde avec tout ce contenu. » Bah si, en fait, tu peux. Mais les gens ont du mal à faire la différence entre le cinéma, la télé et TikTok, les réseaux sociaux où on joue pas un rôle, on n'a pas de script, on parle avec le cœur. Ouais. Et ils ont du mal à faire la différence. Et alors, toi, Cédric, qui est dans le milieu du fitness, est-ce que justement, tu as reçu des fois des retours malveillants? Moi, en vrai, j'ai globalement toujours fait le parti pris de vraiment rien dévoiler de ma vie privée. Parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré dès le début. Et en fait, j'ai vite compris que c'était un jeu à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était super intéressant ce que disait Chris dans le sens où le fait d'être soi-même et d'être aligné entre ce que tu es toi dans la vraie vie et les multiples facettes de ta personnalité et ce que tu es sur les réseaux sociaux, ça a un avantage qui est vraiment extrêmement libérateur et que de se limiter ça, comme moi je le fais par exemple, peut y avoir un côté pervers réel. Moi j'ai eu la chance globalement de grandir avec ça, d'être bien entouré, donc j'ai jamais fait face à ces problèmes-là, à ces difficultés-là. Et en fait, aussi, j'ai entendu tellement d'histoires de youtubeurs, influenceurs, etc., qui partageaient un peu leur vie privée et que ça partait en cacahuète ou alors qu'on les retrouvait, on retrouve chez eux. Moi, j'ai des potes youtubeurs, les gens venaient sonner chez eux en permanence avec 30, 40 personnes, etc. Donc c'est pour ça que je fais le parti pris d'être très drastique par rapport à ça. Peut-être trop, mais dans la mesure où moi je sens pas d'impact vraiment négatif sur moi-même. Parfois effectivement je me sens sur certains sujets, je me dis c'est limité, il y a certaines expériences personnelles que je pourrais partager qui je sais aideraient beaucoup de personnes, mais pour ma santé mentale personnelle, pour le moment je préfère faire le parti pris. Donc en fait ça fait que j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça du tout. Après, tu le transcendes un peu parce qu'en vrai, quand on parle on s'inspire quand même d'événements de notre vie. Carrément. Pour en tirer des enseignements qu'on partage. Entièrement. Donc en soi, même si on ne dit pas oui, il m'est arrivé ça, c'est un peu... Non, on est d'accord, mais en fait, comme la plupart des gens aiment quand même avoir le truc qui vient vraiment à la bouche et pouvoir réussir à s'identifier pleinement dans ton truc, parce que généralement c'est aussi un peu une croyance limitante qu'ont les gens ou des excuses qu'ils se donnent. C'est, par exemple, tu vas donner un conseil, raconter une situation, et la personne elle va avoir une situation qui est légèrement différente, donc elle va dire ah non, ce conseil-là il est pas pour moi, ça s'applique pas à ma situation, qui est généralement en vrai une fausse excuse parce que
tu fais un peu le shift de perspective. Tu as fait le choix de peu montrer ta vie privée sur les réseaux en tout cas. Ouais. Ok, je comprends bien. De toute façon, on va passer aux 2 dernières questions. Yoline, celle-là, elle est pour toi. Que pour toi. Elle est Que pour moi, on la donnera à ok. personne d'autre. Non, c'est vrai que peu importe le domaine de la vie, j'ai envie de dire, quand on atteint de la notoriété, qu'elle soit petite ou grande, des personnes peuvent ne pas comprendre un changement de comportement, qui des fois est très sain. Est-ce que la phrase « Ah, t'as changé, t'as pris le melon » ou depuis que t'as un peu de notoriété, est-ce que tu l'as déjà entendu? Est-ce qu'on t'a fait des remarques par rapport à un changement de comportement? J'ai changé plus ou moins. En fait, moi, oui, j'ai changé. Enfin, pour moi, j'ai clairement changé. Ouais. En 1 an, j'ai pris en maturité de dingue. J'ai eu des expériences que j'aurais jamais pu vivre si j'avais pas créé cette chaîne TikTok, puis après Insta, etc. Donc, en fait, je trouve qu'il y a une connotation hyper péjorative de t'as changé, t'es devenu quelqu'un d'autre. Bah ouais, mais je suis devenue quelqu'un de mieux même, tu vois, qu'avant. Donc non, pour moi, c'est positif. Après, oui, je pense que parfois, notre entourage ne comprend pas forcément parce qu'on a un mode de vie qui est hyper différent de on va dire, ce qu'on a pu connaître avant, c'est-à-dire voilà, peut-être un CDI, un job plus stable, etc. Et du coup, il y a, je pense, inévitablement une sorte de distance qui se crée puisque du coup, vous partagez plus ce même mode de vie. Donc, vous avez moins les mêmes choses à vous raconter et vous comprenez moins les épreuves que vous traversez. Donc, ceux qui restent, finalement, c'est ceux, pour moi, avec qui tu es aligné sur vraiment les valeurs, la vision de la vie, les trucs vraiment hyper importants, centraux, quoi. Et c'est des gens qui seront vraiment contents pour toi, contents pour ta réussite et qui vont pas te juger, qui vont pas être jaloux ou quoi que ce soit. Donc ouais, je pense que ça fait une sorte de tri quand même entre ceux qui, au final, étaient des personnes avec qui tu t'entendais super bien, mais en fait, ce que vous avez en commun, c'est plus voilà, une habitude, un mode de vie, des amis en commun, etc. Et ceux vraiment qui sont là et qu'il y a quelque chose de plus profond que juste un lifestyle, quoi. Ouais. En fait, ce qui est super intéressant dans ce qu'elle dit, et que j'avais fait beaucoup de recherches par rapport à ça, parce qu'il fallait moi aussi que je comprenne ce sentiment de pourquoi est-ce qu'on me dit que j'ai changé et tout. Et j'avais compris un truc qui était super intéressant, c'est que quand une personne te dit que tu as changé, c'est pas réellement toi qui as changé, mais c'est ta relation avec la personne. C'est-à-dire que la personne, elle te dit pas tu as changé par rapport à ce que tu es devenu, mais par rapport à ce que la relation avec elle est différente. Et vu que tu t'entends moins bien, que tu n'as peut-être pas les mêmes... les mêmes points d'accord ou autre, même son intérêt, même son intérêt ou autre, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, tu as changé. Parce que nous, on ne veut pas se dire que nous, on n'a pas changé ou que nous, on a changé. Donc non, pour lui, tu as changé. Donc en fait, non, toi, tu n'as pas changé, mais ta relation avec lui a changé. Et à partir du moment où tu comprends que ce n'est pas toi le point culminant, mais juste vos 2 perceptions qui changent, au final, tu es largement plus en paix avec ça. Tout à fait. Solène, t'en penses quoi? Moi, je suis carrément d'accord. En plus, ça, c'est des phrases que j'entends un petit peu moins, parce que là, j'ai fait pas mal de tri quand même ces 4 dernières années. Mais puis en plus, moi, pour ma part, j'avais tendance à m'accrocher un peu, j'ai été un peu dépendante émotionnelle aussi, mais à m'accrocher un peu à ces vieilles relations. À me dire, non, mais quand même, c'est des filles que je connais depuis le BTS ou depuis, tu vois. Et à me dire, ça serait dommage de vraiment leur laisser à chaque fois des chances alors que moi, je m'en prenais plein la tête. Mais au final, je pense que des fois, c'est mieux de couper aussi et qu'il n'y a rien de sain, en fait. Enfin, effectivement, on n'est pas... On a beau s'entendre à une certaine époque de nos vies où effectivement nos chemins se sont croisés parce que peut-être qu'on faisait les mêmes études, peut-être qu'on a partagé un job ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester accroché. En tout cas, moi, je me suis détachée de cette image-là, c'est un peu triste, mais qu'on doit rester accroché toute la vie à ces personnes-là. Voilà, des fois, nos intérêts, ils divergent, on prend des chemins qui sont différents, on part à l'étranger, ça nous éloigne géographiquement, puis tout court, quoi. Donc moi, je te rejoins, je trouve que le changement, il n'est pas péjoratif et on a le tendance à justement le voir comme quelque chose d'hyper mauvais, alors que non, en fait. J'ai évolué d'une manière qui est très différente de la tienne, qui n'est pas forcément supérieure, mais qui est différente et dans laquelle tu ne me reconnais pas. Donc au final, Tout à fait. Cédric, tu voulais conclure? Ouais, moi, en vrai, encore une fois, j'ai un parcours qui est un peu différent. Et en fait, comme j'ai commencé très tôt, finalement, en vrai, mes relations, elles ont toujours été un peu adaptées à ça. Ouais. Donc en fait, moi, il n'y a pas eu vraiment de rupture
entre d'un coup un truc soudain qui vient, parce que finalement ça a toujours un peu fait partie de ma personne, de comment je m'exprimais, de ce que je faisais, de mes passions, etc. Et les gens qui me connaissent depuis que j'ai 13 ans, ils m'ont toujours connu comme ça. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment eu de changement, et même après dans l'évolution de ce que j'ai fait, de ma création de contenu. Tu as débuté en 2013. Ouais, exactement. Oui, toi, tu as évolué avec ce climat. Ouais, en fait, j'ai grandi. En vrai, ça fait. Quand tu fais un truc depuis que tu as 13 ans, peu importe ce que c'est, ça fait vraiment partie de ta personnalité. Donc, il n'y a vraiment pas eu de changement. Donc, on peut pas trop me dire en mode t'as changé parce que j'ai toujours été comme ça. Et Cédric, je vais rester avec toi pour la dernière question qu'on va faire tourner. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux créateurs dans tous les domaines différents, surtout sur TikTok. Et il y a un domaine qui cartonne, c'est le domaine du bien-être et de la psychologie. Ouais. Et il y a plein de créateurs qui se lancent dedans en se mettant coach dans un domaine bien précis, qu'ils aient un diplôme ou non, ou d'une expérience ou non. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde devrait avoir le droit ou tout le monde devrait être permis de donner des conseils dans un domaine bien-être et psychologique? Il y a une double réponse à ça. C'est-à-dire que d'un côté, moi, vraiment, je suis super enjoué qu'il y ait tant de personnes qui s'ouvrent à ça, qui créent du contenu là-dessus, parce que déjà, ça avance vers mon objectif de dire on rend la motivation, on rend la sagesse, on rend le bonheur, la bienveillance virale. Donc plus on est, plus il y a de gens qui vont voir ça, et c'est génial, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont des personnalités qui vont permettre d'impacter ou de toucher de nouvelles personnes que moi, je ne vais pas pouvoir toucher parce que parfois, t'accroches pas forcément, tu vois. Et moi, c'est ça qui me stimule vraiment dans ce que je fais, c'est en mode de me réveiller tous les matins et de me dire quel nouveau moyen je vais trouver pour toucher plus de personnes, de nouvelles personnes. Et c'est pour ça que parfois, je vais gueuler dans ma voiture parce qu'il y a des gens qui adorent qu'on leur gueule dessus. Il y a des gens qui aiment bien de prendre un côté un peu plus affectif, émotionnel. Donc voilà, donc moi je trouve ça vraiment génial de voir toutes ces nouvelles personnes qui arrivent là-dessus. Ah ouais, je valide à 100%. Après, est-ce que tout le monde devrait pouvoir j'ai envie de dire oui, parce que chacun a son histoire, mais je pense juste que moi, le seul truc qui me fait un peu peur parfois, c'est un peu la polarisation des idées. Ce que j'entends par la polarisation des idées, c'est que y a pas mal de personnes qui malheureusement manquent pas forcément de recul, mais pensent vraiment avoir la vérité ou pensent que leur truc, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour tel truc, etc. Et moi, c'est un peu le seul truc qui me fait peur. Donc, je suis vraiment pour l'ouverture de ça à fond, mais j'aimerais juste que les personnes aient conscience que le monde dans lequel elles vivent, leur vision du monde, n'est pas forcément adaptable à absolument tout le monde. Et du coup, de faire un petit peu attention à ça et justement d'avoir cette bienveillance-là qu'ils veulent prôner, de l'avoir aussi dans l'intention et dans les valeurs qu'ils veulent prôner. J'entends, très intéressant. De votre côté? Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Okay. Ouais, c'est intéressant. Non, en fait, je suis vraiment d'accord avec lui dans le sens où partager la bienveillance, la bienfaisance et tout ça à un maximum de monde, c'est très important. Et je pense qu'on est dans une société où notre génération, les générations à venir, ça va être de plus en plus là-dedans, dans le partage, le bien-être, la découverte de soi, de ses profondeurs, et dans, on va dire, une autre vision réellement de la vie, plutôt que nos parents ou nos grands-parents, les anciennes générations. Cependant, moi, il y a quand même des discours sur les réseaux sociaux qui me font des frissons dans le dos. Mais vraiment des frissons dans le dos. Il y a des trucs, je tairai le nom de la personne, mais le gars en question, moi j'étais choqué, hein. Le gars en question, il dit « La dépression, ça n'existe pas, lève ton cul, va à la salle. » Et il dit ça, il a, je sais pas, 100 000 likes, 2 millions de vues, et les gens ils sont là, ouais, la dépression. Je dis « Mais attendez les gars, revenez dans la réalité. » Il y a un moment donné, c'est bien la motivation, c'est bien le dev perso et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir des notions. Là, on parle de quelqu'un qui a de la notoriété, du coup. Qui est connu. Là, on parle de quelqu'un qui a de la notoriété, comme je pourrais parler d'autres personnes. Hein. J'englobe en général tout type de personnes. Hein. Okay. Là, je prenais l'exemple d'une personne qui a de la notoriété. Mais des discours à l'identique, on en a, ou des personnes qui te disent, et je pense que tout le monde l'a déjà entendu, vis tes émotions, tu sais, le truc très spirituel. Vis tes émotions, si tu as envie de crier, crie, si tu as envie de pleurer, pleure, comme ça. À chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un et que tu es énervé, tu vas pouvoir l'insulter. À chaque fois que tu vas être pas content, tu vas pouvoir aller t'embrouiller avec les gens. Enfin, si tu veux, ça peut être super toxique. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un équilibre. Et pour se trouver cet équilibre-là, il faut une certaine notion
de ce qu'on va parler, du sujet qu'on va parler, de comment est-ce qu'on va l'aborder, de comment faire en sorte de l'articuler d'une certaine manière afin qu'on n'émette pas de jugement sur quelque chose qu'il faut absolument faire, mais plutôt laisser une porte ouverte à plein de trucs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui on peut se prendre coach comme ça sans être forcément passionné parce qu'on sait que ça peut rapporter de l'argent ou autre, mais il y a des personnes qui ont lu 2 bouquins, qui ont regardé 3 vidéos et qui disent ok, la dépression ça n'existe pas, va à la salle de sport si tu veux aller mieux dans ta vie, vis tes émotions, si tu insultes tes parents c'est pas grave, enfin si tu veux il y a un moment donné il faut trouver un équilibre. Et moi ça c'est vraiment le genre de truc que je peux plus voir parce que ça c'est beaucoup plus destructeur que toutes les personnes qui vont regarder des choses positives. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un avis destructeur peut malheureusement impacter toutes les autres personnes que tu as déjà eues auparavant, qui eux avaient réellement besoin d'aide. Donc je trouve que ça, c'est trop destructeur. Toutes ces personnes-là, il faut quand même... Voilà. T'es passionné, par exemple, il est dans la motivation. Il connaît maintenant, il sait sa manière de pouvoir articuler la chose. Le fait de créer dans sa voiture, il sait que ça va impacter un certain nombre de personnes et que les autres, c'est pas grave. Il va aussi avoir d'autres approches, mais il va garder le même fil conducteur. Pareil, je pense au niveau de... je parle de la sexologie des couples en général. C'est-à-dire qu'elle va avoir une vision qui, elle connaît, qu'elle a étudié pas forcément étudié scolairement, mais elle a étudié personnellement parce qu'elle est passionnée par ça et qu'elle a besoin d'en savoir sur les trucs. Et du coup, elle va pas dire parce que tu es dépendant affectif, c'est parce que tu as une blessure d'abandon. Faux. Tu peux être dépendant affectif parce que tu as été rejeté toute ta vie. Il y a plein de raisons différentes, sauf qu'aujourd'hui, A est égal à B et la science est égale à religion. Non. Je pense qu'il y a quand même une base à avoir, mais que derrière, on doit rester en accord avec ça et laisser toujours cette ouverture de... On n'en est pas sûr à 100%. C'est ça, je pense qu'il ne faut rien affirmer. TikTok, la tranche d'âge, il y a beaucoup de 15-20 ans qui vont prendre au pied de la lettre chaque mot. Et ça peut être très dangereux dans certains cas. C'est le manque de recul en fait qui peut aussi. Alors en tant que coach, on a une responsabilité entre guillemets. Alors après, c'est paradoxal parce que je suis assez d'accord quand tu disais que c'était une double réponse, parce que pour autant, le diplôme ne justifie pas ta légitimité. Je vais faire un débat, mais surtout en commentaire, mais. Le psychologue, par exemple, c'est pas parce qu'il a un diplôme qu'il est pour autant plus légitime qu'un coach. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais pour autant, pour avoir vu des psychologues, j'ai pas envie de tous les mettre dans le même panier. Il y a des psychologues qui sont très bons, comme il y a des coachs qui sont très bons, il y en a qui sont très mauvais. Voilà, ça c'est ça dans tous les domaines. Mais pour autant, en tant que coach, on a quand même notre place, mais il y a cette responsabilité de se dire je vais tomber sur un public qui peut être jeune et qui effectivement n'aura pas le même recul que moi et avoir des discours qui peuvent être hyper dangereux. Tu vois, là, typiquement, il a pris l'exemple de la dépression qui, soi-disant, n'est pas une maladie. Enfin, tu vois, ça, c'est un discours qui est super dangereux et qui est hyper toxique, en fait. Donc, je pense que ça serait plus d'apprendre, en fait, à la jeune génération de prendre du recul et de ne pas tout prendre pour acquis, comme tu disais. En fait, c'est pas parce que moi, j'affirme quelque chose que c'est la vérité. D'ailleurs, même nous, dans nos discours, on le dit souvent, moi, quand je crée du contenu, je dis toujours, à mon sens, selon moi, vous prenez pas, prenez la hauteur sur ce que je vous dis, faites preuve de bon discernement après, tu vois. Mais c'est important de le préciser parce que souvent, les gens, ils vont se dire, bah non, parce qu'elle a dit ça, donc c'est ça la vérité. Non. C'est selon mon prisme, encore une fois, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, personne n'a la vérité absolue, tu vois. Tous discutent. Mais ça serait plus dans ce sens-là que je pense sur les réseaux, en tout cas, le jeune public devrait au maximum prendre du recul, en fait, sur nos mots. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. On n'est pas en train de faire un calcul, on est en train d'affirmer quelque chose. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner une expérience de vie, de dire, voilà, moi, ce qui m'a aidé dans cette expérience, c'est exactement ça. Donc voilà, par rapport au conseil que je te donne, on va voir s'il peut t'aider. Bien sûr. Ouais, voilà, donner un exemple à chaque fois. Mais je pense que c'est plus humble aussi de la jouer comme ça plutôt que de dire attention tout le monde, j'ai la vérité, écoutez-moi. C'est dangereux. Moi, je fais ça. C'est dangereux, je trouve, d'aller sur ce terrain-là parce que du coup, déjà, t'es forcément plus facilement attaquable parce que les gens ils vont dire mais non, pas du tout. Moi, plutôt que d'y aller tranquillement en disant écoutez, moi, je pense ça. Maintenant, s'il y en a qui se reconnaissent dans mon discours, tant mieux. Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous avez tort, etc. Après, c'est mon avis, mais moi, je sais que j'y vais toujours avec des pincettes parce que justement, j'essaye de limiter les manières dont on pourrait m'attaquer, on va dire. Donc, si je comprends bien, donner la parole à n'importe qui, pourquoi pas, mais pas de n'importe quelle manière. C'est ça. Ouais. Il est fort pour Tout résumer, à j'aime bien. Je vais revenir. Tout à fait. Merci beaucoup. Yoline, pour finir, dis-nous. Alors, sur le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent du contenu de développement personnel, moi, je suis en demi-teinte aussi parce que je suis très contente aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Je trouve que ça peut toucher plein de monde et que ça ouvre un peu l'esprit de pas mal de jeunes là-dessus, donc ça, c'est top. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
qui s'appellent, comme on a dit, coach, et qui parfois ont des discours qui, moi, me choquent, mais à un point, quand je le vois, par exemple, dans des relations, dans les dynamiques de couple ou quoi, des gens qui disent, enfin, des incels, on va dire, qui vont dire, oui, non, mais là, si tu fais ça, t'es un canard, faut pas faire ça, faut pas la traiter de bien, faut pas faire... Enfin, les femmes, elles sont là pour te pomper ton argent. Enfin, tu vois, ce genre de discours. Bon, oui, oui. Il y en a un comme je ça, vois très bien de qui tu je parles. pense qu'on voit tous. Il y en a un comme ça qui dit les femmes. Voilà, avec une musique motivationnelle, genre Alpha Man, genre. Et je suis là, mais Alpha de quoi? Parce que lui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient envie de se mais c'est presque, en fait, c'est presque sectaire, tu vois, je trouve. Mais en fait, c'est terrible parce qu'il partage sous couvert de motivation. Oui, c'est ça. Il partage une haine notable, une misogynie notable, qui est atroce, quoi. Et je me dis, mais toi, tu penses vraiment qu'avec ça, tu vas attirer beaucoup de filles? Parce que moi, ça m'intéresse pas. Et le pire, c'est qu'il attire les gens qui vibrent avec ce qui... Enfin, c'est là que ça devient dangereux, quoi. Oui, c'est sectaire pour moi. Ce genre de discours, ça enferme les gens. C'est ça. Après, sur ce que tu disais sur la vérité, parler comme si on avait la vérité absolue, moi, je le vois plus comme... en fait, je trouve que dans les vidéos, moi, ce que j'aime aussi, c'est partager une énergie. Je veux que les gens, quand ils voient ma vidéo, soit ils sourient, soit ils ressentent un boost d'énergie, soit ils sentent un truc, et que je puisse leur transmettre au-delà de mes mots vraiment ce boost d'énergie. Et donc, ça passe par une confiance en soi et des fois, comment dire, j'écoute par exemple de la musique ou quoi pour faire monter un peu mon énergie, pour me sentir vraiment confiante et tout. Et après, hop, je vais faire la vidéo parce que je sais que je vais pouvoir donner en fait. Et du coup, forcément, mon discours va être plus affirmé en mode là, si t'es arrivé ça, faut faire ça, nanana, avec toujours une touche d'humour. Mais c'est plus, au-delà du discours, de donner ce boost. Et donc, oui, parfois, je vais pouvoir affirmer des trucs en mode vérité absolue. Mais ouais. Après, je pense que personne n'est parfait. À partir du moment où c'est fait avec bienveillance et avec amour, en vérité. Bien sûr. Exactement. Voilà, magnifique. Et voilà, il est temps pour moi de conclure. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur le métier du créateur de contenu. Si j'avais qu'un message à passer, c'est que n'oubliez pas que derrière chaque créateur de contenu, il y a un humain, il y a un petit cœur et il y a un message profond derrière chaque vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te mets tous les liens des invités ici présents en description. Les liens de la crème qu'utilise Cédric, tu me les diras, je les mettrai également en description. Pas la routine skincare, juste gommage 4 fois par semaine. Moi, je vous dis au mois prochain, ce sera une émission sur le thème de la résilience avec les mêmes invités qu'aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te dis bonne journée.